Donc, il y a un journaliste italien, un grand journaliste du Corriere della Sera, qui disait le journalisme est un métier euh, difficile, parfois pénible, euh, parfois dangereux, mais ça vaut toujours mieux que de travailler. Donc, je ne suis pas un spécialiste du travail. J'ai consacré beaucoup de temps de ma vie au journalisme et j'ai jamais eu l'impression de travailler en réalité. Bien sûr, si, j'ai passé des nuits, des jours à écrire, à faire des reportages, mais j'exerçais, j'étais dans une aventure, quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, Est-ce que le travail est pénible est-ce que c'est une punition? D'abord, je pense que euh, je ne pense pas que la Bible soit et ce que est censé dire Dieu dans la Bible soit une référence à retenir aujourd'hui. C'est intéressant d'un point de vue historique, mais le métier que l'on accomplit dans une vie, que l'on choisit de faire quand on a la chance de le choisir, a ses lourdeurs, a ses douleurs, a ses angoisses, a ses inquiétudes de mal l'accomplir, mais il a aussi, il procure aussi éventuellement d'immenses satisfactions. Donc, il est à la fois pénible et joyeux. Si on parle de la pénibilité, on va parler aussi de ce que la pénibilité provoque sur le corps. Quand ce sont des métiers répétitifs et stériles culturellement, et que par-dessus le marché, on a un chef, enfin toutes les choses que l'on connaît, qui vous maltraite ou on peut avoir des pathologies telles que le fameux burn-out. Bon, ça existe. Il y a des réelles souffrances qui engendrent des découragements et des dépressions qui sont des vraies maladies, des dépressions nerveuses qui sont assez dures à soigner d'ailleurs, qu'on sait soigner maintenant, mais qui sont longues à soigner. Mais je suis presque sûr, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les statistiques, mais que les dépressions sont beaucoup plus fréquentes pendant la retraite que pendant le travail. Les dépressions liées à l'inactivité ou à la passivité sont plus fréquentes que les dépressions liées à l'activité. C'est une chose à prendre en compte, euh, tout simplement parce que être actif provoque en nous quelque chose. En tous les cas, il y a guère de jubilation dans la passivité. Il y a une grande différence entre enfin, il y a un monde presque entre la façon dont les gens considèrent le travail dans les villes, les villages, euh, et la façon dont les personnalités politiques parlent du travail. Il y a quelque chose de. On a l'impression qu'ils ne parlent pas de la même chose. Mais, il y a un décrochage de la réalité. Ils ne parlent pas du même travail. Euh, je fais un débat télévisé en France hebdomadaire. Euh, et il y a deux personnes en face qui parlent du travail comme d'une nuisance, comme de quelque chose de pénible dont il faut libérer les gens. Mais parfois j'ai envie de leur dire, mais sortez dans la rue, allez voir les gens qui bossent. Ils parlent pas du travail comme vous. Ils en parlent pas de la même façon. Parfois ils s'en plaignent, mais en général, quand même, ils y tiennent. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à leur travail, même si la désindustrialisation de nos pays, enfin de nos pays européens, a changé quelque chose, a précarisé le travail et comment dire, à multiplier des emplois pas très intéressants, à faible valeur intellectuelle. Euh, mais je pense qu'il ne s'agit pas. Le problème n'est pas, une fois de plus, de réduire le travail, de réduire le temps de travail. C'est de valoriser le travail, de lui donner une valeur intellectuelle. La gauche a abandonné la valeur travail par facilité, peut-être par facilité intellectuelle. Pourquoi elle a choisi de dénoncer en quelque sorte le travail pour s'occuper d'autre chose, parce qu'il est beaucoup plus facile de dire aux gens votre liberté, euh,
elle implique une responsabilité, et la responsabilité, par exemple, que vous avez dans votre travail notamment, vous avez des responsabilités, vous êtes un peu responsable de votre vie. On est là pour que les choses, les partis de gauche sont là pour que les choses soient équitables, mais elles ne sont pas là pour supprimer le, les affects que vous avez, enfin, vous voyez, quand vous êtes au travail, parce que le travail, de toute façon, même si c'est un travail artistique ou un travail qui peut paraître très gratifiant, il a toujours des pénibilités. Et ce sont des pénibilités nécessaires. Enfin, un écrivain, il a des angoisses, il a des moments où ça ne va pas, où il recommence, où il ne gagne pas bien sa vie, où après ça va mieux. Enfin bon, et il y a des aléas dont on est en partie responsable. En tous les cas, on doit se considérer un petit peu responsable de tout ça, sinon on n'a pas de liberté. Et il est beaucoup plus facile de dire aux gens, vous êtes des victimes et on va vous débarrasser de ce dont vous êtes victime. Alors, le plus facile dans ces cas-là, c'est de trouver une cause flatteuse qui déresponsabilise les gens. Par exemple, vous êtes de telle origine. Donc, on a commencé à dire... Euh, euh, parce que vous faites partie de telle minorité, parce que non, on va vous défendre. Mais évidemment, dans ces cas-là, la question extrêmement complexe du travail et, et du travail philosophique qu'il faut faire dans la société pour rendre au travail des lettres de ou pour donner au travail des lettres de noblesse et une valeur, c'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de courage de la part des politiques, et il vaut mieux dire aux gens, vous êtes des victimes, on va s'occuper de vous, de monter sur une tribune et de dire, voilà, bah oui, forcément, vous êtes de telle minorité sexuelle, ou de telle minorité ethnique, ou de telle religion, ou de telle... Alors là, on va vous libérer, mais ça a été la facilité, si vous voulez, qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, en France, le grand parti social-démocrate qui a gouverné la France et qui a apporté beaucoup de choses à plusieurs reprises, aujourd'hui, il fait 2%. Voilà, 2%. 2%, ce qui est absolument vertigineux. Et il est vraisemblable que la question du travail, cette terrible question, cette énorme question du travail qui a été éludée, est considérée comme quelque chose à éliminer pratiquement. Euh, il en faut toujours moins, si vous voulez. C'est trop facile de dire il en faut toujours moins. Ça n'est pas vrai. Une fois de plus, je serais bien curieux de connaître les statistiques des dépressions nerveuses des gens qui ont arrêté de travailler. Parce que tout simplement, ils aimaient leur métier. Ça, ou le fait d'avoir à rendre des métiers aimables et séduisants, de faire en sorte d'organiser les cursus scolaires et les méthodes et les postes à l'intérieur des entreprises, d'imaginer tout ça de façon à ce que le travail, une fois de plus, soit non seulement enrichissant financièrement, mais enrichissant intellectuellement, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de dire aux gens, ah bah oui, mais non, tu es victime, il faut que tu travailles moins, il faut que tu prennes ta retraite à 55 ans ou à 60 ans, il faut que tu travailles que 32 heures. Ça n'a pas de sens. Le salariat a sans doute bien des inconvénients, mais il a bien des avantages aussi. Les travailleurs, les auto-entrepreneurs et autres statuts nouveaux sont des gens très seuls, très précaires. Le moindre vent contraire économique les emporte sans que personne ne lève le petit doigt. Euh, il faut un minimum de solidarité que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, mais pour l'instant, le salariat garantit un peu de solidarité, nécessaire solidarité, face à des événements lointains et qui ont des répercussions très fortes chez nous et qui peuvent provoquer du chômage, de fermeture d'usines, je ne sais pas quoi, enfin bon, ou une baisse de rendement. Il y a, il y a les filets sociaux qui tiennent au salaire, au salariat. Donc, je veux bien qu'on trouve des moyens plus souples d'aménager son temps de travail en étant plus autonome, mais il ne faut pas pour autant sacrifier la solidarité nécessaire dans une société pour que toujours
on est des citoyens à peu près en bon état, capables d'avoir de la curiosité, de la connaissance, du temps pour la connaissance, etc. Les gens ont besoin, j'essaye de parler avec ce que j'ai connu moi ou ce que connaissent des proches euh, ou les gens avec lesquels j'ai travaillé dans les entreprises que j'ai dirigées, ils ont besoin de sortir de chez eux. Ils ont besoin d'aller voir. Ils ont besoin de... Alors, c'est très bien le télétravail, un jour ou deux par semaine, mais il faut aller au boulot, il faut aller voir les gens. En tous les cas, je vous assure qu'on fait dans une rédaction, par exemple, c'est un cas particulier, mais si vous ne sortez pas de chez vous, si vous n'avez jamais à la rédaction, votre journal il est foutu. Il faut que les gens viennent, il faut que les gens se voient, il faut qu'ils se frottent les uns aux autres, qu'ils s'engueulent, qu'ils s'aiment, qu'ils se fâchent, qu'ils aient des histoires ensemble et qu'ils accomplissent quelque chose ensemble et qui nouent des amitiés ou des voilà, on a besoin de ça. On offre, on a besoin de désirer. Or, quand on est au fond, quand on est chez soi, qu'on n'en sort pas beaucoup parce qu'on fait du télétravail, etc., qu'est-ce qu'on désire? Quel est on peut désirer des tas de trucs, mais c'est quand même quand on est dehors qu'on est bombardé par des objets de désir et de toutes sortes. Et c'est ceux-là qui font que l'on vit. C'est ceux-là qui font qu'on n'est pas envahi par des pensées morbides. C'est parce que l'on désire. Dans nous ne sommes rien d'autre. Enfin, Spinoza le dit, en gros, il dit nous ne sommes rien d'autre que ce que nous désirons. Et, et dans le travail, il y a une forte charge de désir de toutes sortes. On n'a pas le temps d'analyser ici, mais c'est très précieux. Quand notre force de désir diminue, c'est notre vie qui se fane.